Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir les grandes découvertes de la médecine, les différentes étapes qui ont jalonné la médecine. Je vous donnerai, pour le cours en présentiel, les étapes pour lesquelles vous allez devoir développer et même préparer de petites présentations pour l'évaluation finale. Allez, on commence. La première découverte, la découverte fondamentale pour la médecine, c'est qu'on a su que nous étions tous formés de cellules. Ok. C'est grâce à l'invention de microscopes, c'est grâce à la vision de Robert Hooke qui a vu que le corps était formé de cellules. Ensuite, nous avons, bon, je ne vais pas insister dessus, mais il y a d'autres méthodes médicales qui datent de 2000 avant Jésus-Christ, telles que l'acupuncture. Bon, c'est avec des aiguilles qu'on traitait les gens. Je ne vais pas insister parce que je ne connais pas trop cette méthode. Pour l'âge de la chirurgie, ça date quand même de 550 ans avant Jésus-Christ qu'on a des informations sur la chirurgie. Par exemple, le plus ancien manuel de chirurgie est le Sushruta, Sushruta Samhita, qui recense les interventions d'un médecin hindou et qui, lui, pouvait, là, on voit là, en prenant une partie du corps, réparer une partie du nez de la personne, parce que des fois, on coupait le nez des voleurs, donc la personne avait la preuve que c'était un voleur, donc et c'était bien de se faire reconstruire le nez. Les gens pouvaient perdre aussi leur nez parce qu'ils avaient une grosse plaie due à la syphilis. Donc, on a retrouvé des informations de la chirurgie jusqu'à 550 années avant Jésus-Christ. Au niveau des années 1000, la chirurgie est apparue, mais c'est Ambroise Paré a pris toute la gloire pour lui parce qu'il a inventé la ligature des vaisseaux. Mais avant, on pourrait se parler, il y avait bien les chirurgies. Autre date, la fameuse vaccination. Je rappelle, c'est pour la variole et qu'il y a euh, Jenner, ok, Edward Jenner qui a observé que les personnes qui avaient contacté une maladie qui ressemblait à la variole, on appelle la vaccine, et ne contactait pas la variole. Alors, avant, pour ne pas attraper la variole, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait la pustule de quelqu'un qui avait eu la variole et on le mettait sur la peau, sur une blessure faite sur la peau d'une autre personne, en espérant que cette personne allait faire une forme atténuée de la variole. Ce genre de test était dangereux parce que la personne pouvait contacter vraiment une variole, elle pouvait mourir de cette variole-là. Et en plus, on pouvait déclencher dans la région une épidémie de variole. Donc, grâce à Jenner et Edward Jenner, qui a pu voir que les personnes qui ont été infectées de la vaccine ne pouvaient pas contacter la variole, et c'est comme ça qu'on prenait pustule d'une vache infectée du corps qu'on appelle de la maladie qu'on appelle le Coypox ou vaccine et qu'on injectait aux gens pour qu'ils n'attrapent pas la variole. C'est pour ça qu'on appelle ça la vaccination. Ensuite, en 1799, il y avait l'anesthésie. On a pu découvrir l'anesthésie parce que avant les chirurgiens pensaient que c'était normal que la personne souffre. Donc, dans ce cas-là, il fallait opérer rapidement. OK? Alors, heureusement, au 16e siècle, Ambroise Paré préconise un mélange d'opium et d'alcool à haute dose pour endormir les patients. Ça pouvait avoir un bon goût. D'autres utilisent diverses substances soporifiques plus ou moins efficaces pour apaiser la douleur. Le pavot, qui va donner la cocaïne, si je ne dis pas, le chanvre, la mandragore.
mais il faut attendre 1789, un chimiste anglais constate les effets du protoxyde d'azote, ce qu'on appelait le gaz hilarant, OK, on a expérimenté ça sur une personne avec un abcès dentaire. Bon, la première fois qu'il avait expérimenté ça, ça n'avait pas marché parce que c'était un ivrogne, parce que le protoxyde d'azote ne marche pas pour les ivrognes. Et le procédé a été redécouvert et diffusé aux États-Unis par le dentiste américain Horace Wells. Autre grande découverte, nous avons la microbiologie par Pasteur, et Pasteur lui-même aussi s'est arrangé pour détruire la fameuse thèse de la génération spontanée. Alors, pour l'évaluation, vous devez pouvoir me donner exactement la démonstration de Pasteur et pour justement annuler, ok, pour démonter, comme on dit, définitivement la thèse de la génération spontanée. En 1867, grâce à Pasteur qui a découvert que dans l'air, il y avait des microbes, donc c'est la découverte des antiseptiques par Joseph Lister, qui d'abord, il s'est mis dans la tête que l'apparition du pus dans une plaie n'est pas un facteur de cicatrisation. On se rappelle suivant la théorie des humeurs, on pensait que pour qu'une plaie puisse mieux et guérir, il fallait qu'elle suppue, il fallait qu'elle suppue. OK? Alors que lui, Joseph Lister a dit non, non, non. Si vous provoquez du pus dans une plaie, vous pouvez provoquer la gangrène. OK? Alors, pour évacuer, pour tuer tous les micro-organismes présents dans l'air ambiant, il vaporise avec du phénol, comme on montre ça sur la photo, mais quand vous voyez les chirurgiens eux-mêmes, ils n'avaient pas encore d'habits stériles, de gants, tout et tout, et ils opéraient avec leurs mains. Et il y a des gens qui ont inventé un bain de bouche antiseptique, donc ils l'ont appelé Listerine, en prenant pour exemple le nom de Lister. Celui-ci n'était pas d'accord, il a protesté, mais il n'a pas eu gain de cause. 1880, nous avons la couveuse, parce que les prématurés mouraient. Donc, on a pensé à mettre le nourrisson dans une couveuse et c'est grâce au chirurgien Stéphane Tarnier et encore, par hasard, il a une idée en voyant la couveuse que nous avons utilisée pour couver les œufs de poulet et pour faire les poulets. Il s'est dit, ben, on pourrait peut-être utiliser la même chose pour les prématurés. C'est pour ça qu'on a fait avec la couveuse. Alors, pourquoi est-ce que les techniques ne marchaient pas? Bien qu'il y avait une technique qui marchait très bien, qui était la technique kangourou, mais on n'a pas augmenté, on n'a pas vulgarisé cette technique-là. Le prématuré ne peut pas se réchauffer, parce que c'est un prématuré. Et si vous le recouvrez de couverture, ça ne va pas marcher, parce que la couverture, ça isole. Et le corps lui-même, le petit espace d'air qui va rester, la couverture va isoler cet espace d'air et c'est la chaleur du corps qui va chauffer cet espace d'air et c'est pour cela qu'on a l'impression que la couverture réchauffe. Par contre, le prématuré, il n'a pas de température corporelle assez élevée pour chauffer le petit espace isolé et tenir et conserver cette chaleur. Donc, c'est la couveuse qui a fait ça, mais il y a la technique du kangourou sur laquelle on colle le nouveau-né sur sa mère, sur sa mère, et maintenant la chaleur de la mère le maintient bien chaud. L'électrocardiogramme, on peut voir sur le schéma, le premier électrocardiogramme, il pesait 300 kilos, hein, voyez, voilà l'électrocardiogramme, il pesait 300 kilos, il fallait 5 personnes pour l'utiliser. Et l'électrocardiogramme a été fait parce que il y a M. Augustus Désiré Waller, OK, qui est arrivé à enregistrer les courants électriques qui circulent dans le cœur. OK? Et c'est en 1901 que le néerlandais William Einthoven, qui va mettre sur un appareil plus perfectionné, le galvanomètre à cordes, et pour pouvoir contrôler, pour pouvoir mesurer ces courants électriques cardiaques. Ensuite, nous avons la fameuse les gants chirurgicaux.
pour William Alston par amour pour son assistante infirmière Caroline Apton qui allait être sa femme, qui ne pouvait pas supporter les antiseptiques parce que on est obligé de mettre des antiseptiques au niveau de ses mains parce que les gens opéraient avec leurs mains. Donc, comme la femme ne pouvait pas supporter les antiseptiques, elle ne pouvait pas aider, elle ne pouvait pas assister son. Donc, il a demandé à la Goodyear Rubber Company de lui fabriquer des gants en caoutchouc spécifiques, OK? Et la femme n'avait qu'à désinfecter ses gants. Au fur et à mesure, cette pratique-là a commencé à se vulgariser parce que les gens, ils n'aimaient pas l'usage des antiseptiques qu'on mettait au niveau des mains. Donc, paradoxalement, les gants ont d'abord été utilisés pour protéger le chirurgien et non pas le patient. Ça, utiliser ça systématique avec les opérations. Et maintenant, les gants, c'est surtout pour protéger le patient qu'on opère. Après ça, nous avons la radiologie, 1895. C'est Monsieur William Conrad von Röntgen qui a trouvé justement par hasard qu'un rayonnement d'une ampoule cathodique, ok, que d'un tube cathodique plutôt, ok, qu'il y avait un rayonnement qui sortait. Et ce rayonnement avait provoqué la fluorescence de certains cristaux. Ok. Maintenant, lorsqu'il a interposé sa main entre ce rayonnement et les cristaux, il a remarqué ces os. Aussi, il a remplacé les cristaux euh, par une plaque de photographie et il a mis la main de sa femme. Il a mis la main de sa femme et quand il a développé la radiographie, il a remarqué que le squelette de sa main se trouvait sur la radiographie. Et en utilisant des écrans à cristaux, on pouvait aussi voir ça live. Donc, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été contentes. Tout le monde voulait se faire radiographier. Et malheureusement, ce n'est que bien tard qu'on s'est rendu compte que la radiographie à forte dose, les rayons X à forte dose, qui provoquait le cancer. Je crois qu'il doit y avoir un fait de 1400 personnes, si je ne me trompe pas, qui sont mortes, on sait qu'ils sont mortes du cancer à cause des rayons X. Vous avez ici une petite vidéo de YouTube qui montre ça bien, qui explique ça très bien. Ensuite, pour la transfusion sanguine. Bon, avant la transfusion sanguine, ça se faisait surtout, on prenait du sang de mouton. La personne pouvait vivre comme elle pouvait mourir. Ensuite, comme il y avait trop de personnes à mourir avec du sang de mouton, on a commencé à faire de personne à personne. Si je ne me trompe pas, la première transfusion sanguine, c'était un pape qu'on a pris 3 enfants pour pouvoir sauver le pape. Le pape est mort, les enfants aussi. Donc, c'est en 1900 que Karl Landsteiner a fait la découverte majeure, c'est du groupe ABO, et il faut attendre 40 ans plus tard, OK, pour que il découvre l'antigène Rhesus, parce que euh, malgré tout les compatibilités ABO, il y avait des gens qui finissaient quand même par mourir. Donc, c'est après ça qu'on a découvert l'antigène Rhesus, appelé Rhesus parce que il faisait des expériences sur le singe Rhesus. Après ça, nous avons le début de l'antibiothérapie. Bon, j'ai dû séparer ça en plusieurs fois en plusieurs parties, parce que l'antibiothérapie, il y a différentes étapes. Premièrement, il y a la synthèse chimique. Donc, quand on a appris que ce sont les microbes qui faisaient les maladies, donc on a cherché des médicaments pour ça. Le premier médicament efficace en 1910, ça a été pour la syphilis. Okay? Et c'est le Salvarsan, et qui devient un antisémitique de référence jusqu'à l'avènement de la syphilis. Ensuite, cette même personne
Elle s'intéresse aux propriétés infectieuses de certains colorants et c'est là qu'on est venu avec les sulfamides qui règnent en maître qui mènent en règne sur l'antibiothérapie jusqu'à la découverte de l'ampicilline. Et les sulfamides, ça marchait aussi pour les personnes qui avaient la tuberculose, parce que avant ça, la tuberculose était une maladie mortelle. Maintenant, on a découvert des substances naturelles qui permettaient justement, qui avaient une visée antibiotique, comme par exemple le fameux René Dubos, OK, et qui a isolé la gramacidine, mais on est préoccupé. Donc, sa découverte n'a pas fait des mules et on l'a pratiquement oublié. Il faut attendre Fleming, c'est lui qu'on retient. Lui, il a découvert que euh, le Penicillium notatum, qui est un champignon qui se développait par hasard sur ces cultures de staphylocoque, on avait bloqué la croissance. Donc, il savait que c'était un antibiotique, mais il n'a pas pu trouver comment isoler la pénicilline. Il faudra attendre euh, Howard Flore et Ernst Boris, qui ont eu un prix Nobel de même que Fleming, pour isoler la pénicilline, mais en très petite quantité. Malgré tout, elle était assez efficace pour guérir une souris. Alors, la pénicilline a trouvé ses lettres de noblesse grâce à la guerre. Donc, beaucoup de blessés, beaucoup d'infections, et on a pu trouver une autre levure, Penicillium chrysogenum, OK, qui produit 2 fois plus de pénicilline que la levure de Fleming. Et ce sont les laboratoires Pfizer qui ont résolu la difficulté d'une production à grande quantité. Et c'est à ce moment-là que la pénicilline a eu ses lettres de noblesse. Après la guerre, on a trouvé d'autres antibiotiques tels que la téramycine et le chloramphénicol. En 1929, c'est la découverte de l'électroencéphalogramme, OK, qui a permis de voir que le cerveau lui aussi avait des signaux électriques. En 1956, le pacemaker, et comme bien de choses, le pacemaker a été découvert à la suite d'une erreur. Ainsi, euh, on utilisait une résistance de 10 000 ohms, mais le Wilson Gridbatch lui-même a inséré une de 1 million d'ohms. Conséquence, l'appareil n'enregistre pas le rythme du cœur, parce que c'est un appareil qui devait enregistrer le rythme du cœur, mais il génère une activité électrique régulière qui active le cœur. Voici la découverte du pacemaker, encore dû au hasard. Et nous avons en 1967 la greffe du cœur pour la première fois, mais malheureusement, cette personne a greffé pour le cœur est morte 18 jours plus tard. Et on a fait une deuxième greffe, la personne a vécu pendant 18 mois et c'est maintenant qu'on a donc pu affiner cette technique de la greffe du cœur. Mais il y a des controverses morales et éthiques. Par exemple, pour la première greffe du cœur, on a attendu que la personne meure, qu'une personne meure, alors quand on aurait peut-être sauvé cette personne, la personne à qui on a mis le cœur. Ensuite, en 1972, le scanner qui est dérivé de la radiographie et qui permet, avec un balayage de faisceaux rayons X que l'on fait computérisé, qu'on arrive à trouver une meilleure finition grâce au scanner. Et la résonance magnétique, c'est comme un scanner, mais ça n'utilise pas les rayons X, ça utilise de préférence le champ magnétique, un champ magnétique puissant. En 1878, la fécondation in vitro, mettons, on pouvait féconder un ovule avec des spermatozoïdes en dehors du corps, c'est pour ça qu'on appelle ça in vitro, et réimplanter ça dans l'utérus. Et la thérapie génique, c'est cette thérapie génique qui a permis justement de sauver ce qu'on appelle les enfants bulles, les enfants qui naissaient avec tellement peu tellement peu
de défense immunitaire qui devait rester dans une bulle aseptisée et n'avoir contact avec personne. Donc, grâce à la thérapie génique et découverte par le médecin américain French Anderson, que ces enfants-là ont pu avoir une vie normale. Voilà, c'était tout, je pense que oui. C'était tout pour aujourd'hui. Non, non, la dernière chose, c'était la greffe du visage, où une femme a été greffée, ok, pour tout l'arrière de son visage. Ok, elle a retrouvé une mobilité faciale et comme elle le dit aussi elle-même, elle a retrouvé figure humaine. Si ce sont les grandes découvertes, bon, c'est sûr qu'il y en a d'autres, ok, que je n'ai pas vu. Si vous en avez, vous pouvez toujours proposer. Et on se verra pour un prochain chapitre. Je crois le prochain chapitre, ça va être de voir les grandes épidémies. Au revoir tout le monde et à la prochaine vidéo.